Bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien dans votre magazine Israël Mag sur la fréquence juive de Toulouse sur le 101 FM et vous allez avec notre ami, c'est Laurent qui est en l'aquarium ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Voilà, Laurent va nous accompagner à la technique et puis bien entendu nous avons notre ami Chaim. Bonjour Chaim. Bonjour Laurent. Voilà, Chaim, vous allez nous donner le programme de cette matinée, une matinée très chargée, bien entendu, et en définition, en analyse. Eh bien, écoutez, Serge, nous sommes aujourd'hui en édition spéciale, puisque c'est le 9e jour de l'opération qui est peut-être la plus invraisemblable et la plus importante de toute la création depuis l'État d'Israël. Je parle bien sûr de l'opération Rugissement du Lion, et pour en parler en direct d'Israël, nous avons trois intervenants. Dans quelques minutes, le colonel Meir Dahan, avec lequel nous allons faire le point de la situation. Ensuite, nous serons en dialogue avec Caroline Yadan, qui est la députée de la 8e circonscription des résidents français à l'étranger. Et puis, nous ferons également une autre analyse sur les conséquences internationales avec Jonathan Serrero, qui lui aussi, bien sûr, comme les deux autres invités de cette émission, se trouve actuellement en Israël. Voilà, Meir Dahan, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend parce qu'on ne sait pas votre image. Voilà, Meir Dahan, le ministre de la Défense israélien nous expliquait que l'attaque sur l'Iran, cette attaque préventive était prévue pour le mois de juin 2026. Et puis finalement, tout s'est emballé. On a vu les Israéliens envoyer des leurres, notamment en disant que le chef d'état-major allait partir en week-end, qu'il y avait des F-22 américains qui arrivaient sur les bases israéliennes. Tout ça, c'était pour mettre un petit peu le désordre dans le service de renseignement iranien. Et alors, est-ce que c'était le fait d'attaquer le Shabbat dernier, est-ce que c'était un effet de surprise ou bien une opportunité justement d'atteindre toute la chaîne de commandement et politique iranienne ? Je crois que c'est les deux réponses sont vraies. Il y a une opportunité. Ok, alors je pense que c'est les deux raisons à la fois, une opportunité, mais bon, il y a eu de marge d'essayer de colorer l'action mutuelle de l'armée américaine et israélienne, mais il était clair que c'était question de temps, donc voilà que ça s'est passé, on est content de la façon dont ça a été fait. Meir Dahan, la question majeure, c'était la préparation de cette attaque et le travail fantastique qu'a fait le Mossad dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je ne dirais pas plus, mais je dirais surtout que la majorité de renseignements reçus et activés venaient de l'intelligence militaire et non pas du Mossad. Le Mossad a d'autres missions qu'il a appliquées d'une façon miraculeuse sur le sol iranien, qui d'ailleurs, selon la publication étrangère, est toujours en train d'être fait sur le terrain. Mais la majorité des renseignements dont il s'agit, les cibles précises, c'est plutôt le renseignement militaire. Aujourd'hui, on est témoin à la capacité technologique israélienne qui est vraiment d'un niveau miraculeux. Quand on ajoute l'intelligence artificielle en plus, ça fait vraiment des miracles en ce moment. Alors, il y a cette intelligence militaire que vous venez de décrire et du travail aussi du Mossad sur le terrain, mais aussi, il y a quelque chose qui a impressionné le monde, c'est la qualité du travail des pilotes de Tsahal. 200 avions qui ont conquis le ciel iranien en quelques minutes, avec chacun sa mission et aller à droite et à gauche, quelque chose d'extraordinaire. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette capacité de ces pilotes israéliens qui seraient peut-être les meilleurs du monde ? Sincèrement, je ne trouverai jamais assez de mots pour décrire ce qui se passe. C'est vraiment, ça rime à notre
planète, vraiment. Vous savez, on a l'armée de l'air israélien a tiré le double de la quantité de munitions de tout le Am Kelavi, l'autre opération de 12 jours. En espace de moins de 3 jours, il a lancé plus que le double de tout ce qu'il a lancé les 12 jours précédents, d'une part. D'autre part, on a touché écoutez bien le chiffre, plus de 6000 cibles. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire ils ont arrivé à nettoyer complètement la résistance anti-aérienne iranienne et ils ont complètement démantelé leur capacité de réagir et ils sont en train d'exploser pratiquement n'importe quoi en Iran. Les usines de missiles, l'infrastructure, hier l'essence d'ailleurs qui était vraiment, c'est un coût phénoménal car c'est l'essence purifiée et ne pas le crude oil. Ce qui fait qu'ils vont avoir un problème assez important dans le quotidien. Enfin, il se passe là-bas quelque chose vraiment extraordinaire. On a parlé de ça avec mon unité hier. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'une attaque pareille peut se faire sur l'Iran? C'est vraiment incroyable. Alors, justement, pour arriver à ce niveau-là, il y a une question qu'on se pose, c'est cette coopération extraordinaire et millimétrée, j'allais dire, entre les pilotes américains, les pilotes US et les pilotes de Tsahal sous le ciel iranien, sans aucun problème. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas entendu de travail en amont, notamment entre des manœuvres militaires, de grosses manœuvres militaires en tout cas, entre les pilotes israéliens et les pilotes américains. Et pourtant, tout se passe très très bien, de façon remarquable. Comme je dis, une musique bien huilée. Et il faut dire que l'armée israélienne, l'armée américaine, d'ailleurs avec d'autres armées aussi, mais surtout avec l'américain, on entraîne depuis des années et des années. Ce qui est exceptionnel, c'est la collaboration entre l'état-major israélien et le CENTCOM américain, qui est en charge de la région. C'est vraiment d'une façon tellement intime que parfois on confuse qui est qui. Et il s'agit des mois et des mois et des mois de préparatifs afin que lorsque ça a été lancé, on n'entend aucun bruit, tout se passe automatiquement et d'une façon très propre et très clean. Les missions sont partagées d'une façon logique qui est à niveau de chacune des parties. Il faut comprendre aussi que les avions que l'armée israélienne détient n'est pas tout à fait les avions que détient les avions américains, alors qu'il s'agit pratiquement de même genre F-35, mais ils ont des capacités différentes et des besoins différents. Alors, la collaboration se passe d'une façon vraiment extraordinaire. Voilà, Chaim va vous poser une question sur la stratégie iranienne maintenant et l'intervention du Hezbollah. Oui, alors, colonel, j'espère que vous m'entendez mieux. Vous m'entendez? Comme ci, comme ça, ouais, j'entends. Voilà, alors écoutez, ouais, je voulais vous demander comment vous comprenez l'intervention du Hezbollah alors que le Hezbollah avait été muet lors de la guerre des 12 jours. Vous savez, le Hezbollah a reçu $1 milliard cette dernière année pour remonter, pour construire une capacité. Le Hezbollah se trouve aujourd'hui en grande entre le gouvernement libanais, la population libanaise et leur identité libanaise et leurs engagements vis-à-vis des Iraniens. Et aujourd'hui, il lutte pour son existence. C'est à nous de lui donner le coup de grâce. Et je crois que c'est ce qui est fait, que ce qui va se faire.
On essaie encore de donner un peu de crédit au gouvernement libanais qui réagira afin d'arrêter toutes ces actions, mais sinon on n'aura pas le choix, mais considérer le Hezbollah comme le Liban et attaquer au Liban même, j'espère que ça viendra au plus tôt possible. Insupportable cette situation telle qu'elle est, vraiment insupportable. Alors, Donald Trump a expliqué hier dans sa conférence de presse dans son avion d'Air Force One hier soir, nous explique qu'il n'y a plus de possibilité de négociation et que le seul élément majeur qui puisse arriver, c'est la capitulation du régime des Mollahs. Quelle est votre analyse et comment dirais-je, est-ce que les Américains vont aller jusqu'au bout de cette histoire ou bien alors il va se passer des choses autres? Cette question, elle est très difficile à cerner car de mon expérience et de mon avis, je n'ai pas encore vu un changement de régime dû à des attaques aériennes. Sans avoir boots on the ground, des unités sur place, en sol, qui prennent par force des positions, je vois mal les choses se faire. Malheureusement, le régime iranien a réussi pendant 47 ans à éliminer complètement toutes sortes d'oppositions locales. Il y a une opposition, elle est externe, elle est aux États-Unis, en Europe, partout, mais elle n'est pas en Iran. Les Kurdes sont concentrés à l'ouest de l'Iran, dans une région précise. Je les vois mal arriver à Téhéran pour pouvoir faire la part des choses. Donc, la seule solution, c'est que l'armée américaine envoie des unités, peut-être avec l'armée israélienne. On peut le considérer aussi. Et sur place, et qui mènera la lutte sur place pour le changement du régime. Autrement, je pense pas que ça peut être fait. Et d'une part. D'autre part, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir une victoire claire et précise. Je vous rappelle qu'en fin de mars, il y a une réunion entre le président chinois et le président Trump. Et Trump est obligé d'arriver avec une victoire claire et précise. S'il veut influencer les réactions chinoises par rapport au Taïwan, Japon, etc., et toute la région, il est obligé de venir avec une victoire très, très, très claire et précise. Alors, toute cette complexité, je vous laisse la réanalyser encore. En tout cas, donc cette réunion entre Trump et le président chinois serait une date assez limite quand même pour Trump. En tout cas, c'est une date importante. Très important, critique. C'est pas important, c'est critique. Aujourd'hui, c'est pas la Russie qui considère. C'est sur tous les plans, il a une lutte contre la Chine, que ce soit commerciale, industrielle, stratégique, technologie, militaire, de tous les points de vue. C'est la Chine et les États-Unis face à face. Il est obligé de venir avec des résultats très très clairs afin de dire on discute car lorsqu'on emploie l'armée, on est très décisif. Alors, allez-y, oui. Pardon. Allez-y. Non, je dis, et là-dessus, il ne peut pas se permettre à jouer, il est obligé de venir avec des résultats très clairs, objectivement clairs. Alors, le président... Pardon. Colonel, vous avez indiqué qu'il était possible qu'une intervention terrestre se fasse. Mais est-ce que vous imaginez que l'opinion américaine va accepter l'idée que des boys puissent mourir à Téhéran? Et même question pour Israël. Je vais vous dire que depuis le début de cette opération, l'opinion publique américaine a vachement changé, radicalement changé. Pas tel que ça a commencé, ça a changé complètement, surtout auprès des républicains, bien sûr, mais il y a pas mal de démocrates aussi qui ont compris qu'il s'agit de la sécurité des États-Unis et du monde entier.
je crois qu'il faut dedans, les Américains sont des gagnants et ils veulent avoir une victoire précise. Et je crois ils vont permettre cette démarche, au moins au début. Et puis après, jamais. En ce qui concerne l'armée israélienne, il est clair que la population israélienne acceptera tout résultat qui nous approche au résultat. Il faut comprendre, on est au moment historique. On est au point de la possibilité de changer le dynamisme mondial sur le plan terreur, sur le plan de fondamentalisme, surtout iranien. Il faut comprendre que le monde sans le régime des ayatollahs est un autre monde, un monde sans terreur, un monde sans menace, sans besoin nucléaire dans d'autres pays pour se défendre contre le nucléaire iranien. Enfin, c'est un désastre complet ce qu'ils représentent. On est au point de pouvoir gagner tout ce point si on ira jusqu'au bout. Enfin, vous nous expliquez quand même que pour renverser un régime, il faut une opération terrestre. Et puis, a priori, cette opération terrestre serait aujourd'hui limitée, d'après ce que nous dit Donald Trump, nous explique que ça serait uniquement pour aller chercher l'uranium coincé au fin fond des bunkers explosés il y a au mois de juin dernier. Les 450 kilos d'uranium enrichi à 60% qui pourraient passer à 90% pour faire une trentaine de bombes atomiques. Et donc, c'est la seule solution pour l'instant émise par le président Trump. Il ne parle pas d'une intervention, véritablement une intervention pour réduire le régime des mollahs. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a un peu interpellés. Autant la diaspora iranienne est très très mobilisée, dans ce combat, autant on a l'impression qu'il y a une terrorisation de la population iranienne à pouvoir se positionner pour essayer de prendre les choses en main. Et on a un peu cette frustration, en tout cas. Quel est votre avis? Alors, vous savez, après avoir participé dans les émeutes du mois dernier, et qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de morts, ils ont tiré à vide devant tout le monde. Je comprends tout à fait leur passion, mais je crois qu'au fur et à mesure, ils vont gagner de la sécurité et ils vont peut-être à l'aide de quelques moyens, entre guillemets, ils vont sortir dans les rues, ils vont avoir plus de confidence sur la présence de militaires américaines et israéliennes. D'une part, intervention de milices locales, comme les Kurdes, les Azaris ou d'autres, il y en a. Et surtout, le ravitaillement au point de vue munitions et armes, c'est pas facile. Je crois que de toute la façon, ça va demander une intervention des unités étrangères. Et si on écoute Reuters et d'autres moyens publications étrangères, il y a eu déjà des interventions des unités d'élite sur place. On va voir où ça va mener. Mais de toutes les façons, pour conclure sur ce point, Trump, les Américains vont réaliser très rapide que sans intervention en direct, ils n'arriveront pas à une solution. Alors, colonel, il y a des aspects sur lesquels je voudrais vous interroger. C'est que parmi les pilotes, il y avait au moins 30 femmes. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Quoi? Très connu. Le fait qu'il y ait des femmes pilotes en Israël. Oui, bien sûr, non, c'est très connu. On est fiers. À tel point qu'on voit pas la différence et qu'on le signale pas. Aujourd'hui, pratiquement dans la majorité des unités de l'armée israélienne, vous trouverez des femmes à tous les niveaux,
et on est très très heureux, très contents. On les a vus à Gaza, on les a vus au Liban, on les a vus en Syrie, on les voit en Iran. Et je peux vous dire qu'il y a encore des endroits que vous ne pouvez pas imaginer où on les voit. On parle de 20% des pilotes israéliens seraient des femmes, quelque chose d'extraordinaire. Non, non, non. Ah, c'est ce qu'on nous dit, hein, Il n'est pas au pourcentage. C'est un fantasme, ça. J'accepte. Si ça se dit, j'accepte. Encore, je ne suis pas pour organiser les chiffres par des pourcentages. Il n'y a pas de cotation. Tous ceux qui sont capables sont le bienvenu. On les aime et on est fiers d'eux. Franchement, regardez ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de miraculeux. Vous imaginez des milliers de sauts, aller-retour, 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 pas une faille, pas un problème technique. Et Dieu les préserve. Oui, c'est ça, l'exploit, il est là. C'est d'aller à des milliers de kilomètres et revenir tranquillement et d'avoir maîtrisé le ciel iranien en quelques minutes. Ça a été quelque chose de majeur. Ouais, c'est vraiment. On vit un air de miracle, vraiment. Sincèrement. Même quand C'est extraordinaire. même quand on est colonel de réserve de Tsahal et qu'on a on peut diriger une unité, on parle de miracle. Ah bon? Oui, oui, ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ça fait 2 ans et demi que je suis en réserve avec mon unité. Et j'ai une unité centrale qui est sur tous les fronts. OK? Et quelques centaines d'officiers, des soldats actifs depuis 2 ans et demi. On est très professionnels. Nous sommes dans l'armée du génie. On fait des choses vraiment extraordinaires, des choses très, très bien. Et à côté de ça, je vois les choses telles qui se font. Et au moins une fois, 2 fois par jour, je reste bouche bée. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Regardez, je vous appelle de voir la carte d'un œil d'oiseau. Regardez le 6 octobre 2023. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Et dites-moi si vous comprenez quelque chose de logique dans tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors oui, je parle de l'aide de Dieu et je parle de miracle. En tout cas, merci, Meir Dayan. Peut-être une dernière question, Raïm. Oui, alors, colonel, on a entendu dire qu'à peu près 100 000 réservistes avaient été rappelés. Est-ce que vous pouvez confirmer ce chiffre et est-ce qu'il va y avoir d'autres rappels? D'abord, dès qu'il y a un rappel, il va y avoir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers qui vont se présenter. Nous sommes toujours à 120% de réponse. Et est-ce qu'il y a eu un engagement de 100 000 ou 150 000 ou 50 000? C'est un chiffre. Je ne réagirai pas par rapport à ça, avec votre permission. Mais à côté de ça, je peux vous dire à tous vos audiences de Lyon et de la région, revenez à la maison, il est temps. Pour faire... Vous savez, ici... Meir Dayan, c'est vrai que c'est votre leitmotiv, en tout cas, à chaque fois que nous avons invité, vous nous avez toujours dit, revenez à la maison. C'est le seul moment le plus important, c'est de revenir à la maison. C'est ça? Bien sûr, je vais vous dire, nous sommes en vie une erreur de 2000 ans. Allons, on va la corriger, c'est tout. Non, ça pour rester, il n'y a pas de problème. Comme l'a dit hier Netanyahou, le Premier ministre israélien, le peuple d'Israël, il faudra se battre pour garder cette éternité de ce peuple d'Israël. Merci Meir Dayan, merci. Je sais que ça n'a pas été facile au niveau communication. Je sais que les communications avec Israël sont en complexe en ce moment. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre unité, prenez soin de l'État d'Israël. Merci, à bientôt. Merci. Shavua Tov. Merci, à très bientôt. Shavua Tov. Voilà, Raïm, une petite conclusion sur tout ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile sur le plan communication, mais Non, on l'a dit. Je vous donne une explication. C'est que tout simplement, le colonel est mobilisé. Oui, on a bien compris. Il se trouvait avec son unité, et donc il y avait une difficulté pour l'avoir, et c'est pour cela que ceux qui nous suivent sur YouTube n'ont pas pu voir son image parce que tout simplement, techniquement, c'était impossible. Alors écoutez, moi j'ai envie de vous dire, et je sors un petit peu de mon rôle de journaliste, que je suis émerveillé. Je suis émerveillé par la précision, par la réussite
de l'armée israélienne à tous les niveaux, que ce soit au niveau des renseignements militaires, que ce soit au niveau de l'efficacité des pilotes. Vous savez, c'est quand même 1400-1600 kilomètres, hein, il faut y aller. Et on traverse des territoires ennemis, que les Israéliens savent tout, savaient tout, et sont capables en quelques jours avec les Américains de tout réussir. Écoutez, j'ai envie de vous dire que je trouve ça fabuleux. Oui. Alors bien sûr que l'on peut faire aussi un lien. Un lien, c'est qu'il ne vous a pas échappé, il n'a pas échappé aux auditeurs de Kol Aviv que c'est arrivé l'avant-veille de Purim. Et donc on ne peut pas s'empêcher de voir un lien entre ce qui s'est passé à l'époque d'Esther et de Mordechai, et puis cette opération où le lion est en train de rugir. Oui, bien entendu, Shabbat Zachor et Purim juste après, avec une histoire qui s'est passée en Perse. Donc on peut pas négliger tout ça. Voilà, merci Raïm. Alors Caroline Yadan est avec nous. Voilà, et donc on va faire un petit jingle et nous allons revenir en plateau. Voilà, nous revenons en plateau pour accueillir notre prochaine invitée, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour. Caroline Yadan, donc vous êtes la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger et vous êtes en Israël en ce moment, on ne dira pas où, mais vous êtes en Israël et comme tout le monde, vous êtes un petit peu coincé là-bas. Et moi, je voulais savoir où on en était sur ce rapatriement des Français, non pas qu'en Israël, ces 5000 Français bloqués au Moyen-Orient, que ce soit à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Que fait véritablement le Quai d'Orsay? Parce qu'on a l'impression que c'est la panique. Alors, ce n'est pas la panique. Non, il y a beaucoup... Écoutez, vous n'avez pas... Bon, on en reparlera tout à l'heure. Allez-y. D'accord, merci de me laisser m'exprimer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, d'abord, je ne suis pas coincée en Israël puisque je suis venue ici et que je devais rester plusieurs semaines depuis le début de la guerre. Je suis extrêmement mobilisée depuis les premières heures. En fait, j'ai créé des groupes, des boucles WhatsApp aujourd'hui où il y a plus de 2500 Français pour les tenir informés au jour le jour et presque heure par heure des avancées, ce qui leur permet également des prises de contact entre eux, pour leur dire plusieurs choses. D'abord que l'espace aérien israélien, comme vous le savez, est totalement fermé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité matérielle du fait d'absence d'autorisation des autorités israéliennes de faire partir des avions de rapatriement éventuellement de Tel Aviv. Donc, ce qui a été organisé, c'est une prise en charge aux frontières jordaniennes ou égyptiennes des Français par les autorités consulaires avec des bus qui sont affrétés, qui les amènent aux aéroports. Il y a d'ores et déjà un vol de rapatriement qui est parti d'Égypte. Il y a un autre vol de rapatriement qui est en train de s'organiser pour le début sans doute de la semaine là à venir. Et nous essayons autant que faire se peut, en tout cas j'essaye à mon niveau de député, de faciliter le départ de ces Français et puis surtout de signaler à la cellule de crise. Il y a beaucoup de numéros, de liens Internet qui sont mis à disposition des Français, de leur permettre de faciliter leur arrivée jusqu'à la frontière et ensuite de prendre éventuellement des vols par leurs propres moyens, étant entendu qu'il y a beaucoup d'urgences médicales, sanitaires, sociales qu'on fait passer en priorité sur les vols de rapatriement qui sont d'ores et déjà prévus. Alors Caroline Yadan, concrètement, vous savez, on a eu plusieurs appels d'amis toulousains qui nous écoutent un peu partout en France. Alors concrètement, pour des Français qui veulent regagner leur pays, quelle est la démarche concrète qu'ils doivent faire depuis l'endroit où ils se trouvent en Israël?
Alors, moi, je leur conseille plusieurs choses. D'abord, il est impératif de s'inscrire sur le fil d'Ariane. Aujourd'hui, le fil d'Ariane comprend plus de 5000 personnes, mais il est impératif de se faire recenser dans ce fil d'Ariane. Ensuite, je les invite fortement à rejoindre une de mes boucles WhatsApp parce qu'il y a beaucoup d'entraide, en fait, entre les Français qui sont déjà rentrés, qui peuvent témoigner, les numéros de téléphone que je mets à disposition, les liens Internet et surtout le signalement à mes équipes, et je suis en lien constant avec le consulat. C'est également de voir s'ils avaient un billet El Al. Aujourd'hui, El Al prend entre 50 et 70 passagers en retour sur l'aéroport Ben Gurion. Et donc, il est possible éventuellement qu'ils aient des places sur El Al. Et sinon, d'organiser leur départ via la Jordanie ou via l'Égypte. Et à ce moment-là, ils seront pris en charge par les équipes consulaires françaises sur place. Alors, vous nous expliquez qu'on peut partir de Ben Gurion, c'est ça? C'est-à-dire est-ce que l'aéroport est ouvert pour l'arrivée, en tout cas? Et est-ce que ces vols repartent ou pas avec des gens? C'est ça. Alors c'est ça, oui, tout à fait. Alors en fait là, les autorités françaises n'ont absolument pas la main sur ce point. Il se trouve qu'il y a des avions El Al qui rapatrient des Israéliens dans le monde, qui atterrissent à Ben Gurion. Alors il y en a pas beaucoup, mais ils repartent non pas vite comme c'était le cas au début, mais là ils repartent. Donc c'est ce que je vous disais, avec 50 ou 70 passagers sans bagages, et en priorité avec les passagers qui avaient déjà acheté un billet El Al ou avec des priorités sanitaires éventuellement. Donc, c'est extrêmement restreint à une certaine catégorie de personnes, et c'est pas réservé aux Français. Ah, tout à fait. On a compris que finalement, ce vol retour, en tout cas Tel Aviv, Europe, on va dire, aux États-Unis, on s'aperçoit que c'est pas facile. Donc finalement, la seule solution pour les Français qui veulent partir du Moyen-Orient, c'est de passer par aller vers Eilat et traverser, aller à Tabaï, prendre un vol Arkia sur Athènes, c'est ça? Alors, soit l'Égypte, soit la Jordanie. Mais aujourd'hui, effectivement, parce que les autorités israéliennes ne permettent pas, pour des raisons sécuritaires que l'on comprend, ne permettent pas aujourd'hui qu'il y ait des vols même militaires sur le territoire israélien ou qu'il y ait des vols de rapatriement commerciaux à Tel Aviv. Donc oui, aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de se rendre aux frontières, soit à Taba, soit à Aqaba, soit en Jordanie, et ensuite de prendre un vol via l'Europe, ou d'attendre un vol de rapatriement qui, de toute façon, part d'Égypte. Voilà, donc une situation pas si simple que ça, que vous nous expliquez. Alors, vous êtes en Israël, vous vivez bien entendu au rythme des sirènes d'alerte du matin au soir. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre ressenti? Et surtout, est-ce que vous avez parlé avec la population israélienne, notamment peut-être des Français aussi qui vivent en Israël, des francophones, et qui vivent cette situation? Comment ça se passe? Est-ce qu'on parle toujours de cette résilience, de ce front intérieur, de ce peuple israélien qui est capable de tout subir et d'accepter dans la joie? On a vu des vidéos extraordinaires de joie dans les parkings, dans les miklats et dans les mamad, et de façon extraordinaire. Est-ce que vous nous expliquez tout ça? Oui, c'est assez impressionnant, effectivement. C'est un peuple, en fait, qui a l'habitude de vivre sous la menace, sous les alertes depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec la guerre en Iran en juin dernier, il y a eu beaucoup de dégâts dont on n'avait pas l'habitude en Israël. Mais aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement bien organisé. C'est absolument incroyable. Et c'est impressionnant, en fait. Parce que on reçoit sur le téléphone, donc on télécharge une application qui s'appelle, il y a plusieurs applications, et on reçoit une préalerte, donc 10 minutes à peu près avant l'alerte réelle, si elle doit avoir lieu, ce qui permet une organisation pour aller dans les abris, et ensuite on se réfugie dans les abris. Donc on se sent en fait à la fois menacé, mais à la fois protégé par un État qui met tout en œuvre pour protéger sa population et pour tenter d'intercepter les missiles qui arrivent de manière constante. Voilà, donc c'est à la fois une menace, mais c'est à la fois une confiance
envers un État qui est protecteur, et puis évidemment une grande résilience, puisque vous l'avez dit, vous avez vu les images comme moi d'un peuple qui s'organise, qui chante dans les miklates et qui fait preuve aussi de beaucoup de solidarité, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas d'abri chez elles et qui sont hébergées par d'autres familles. Enfin voilà, donc c'est assez impressionnant et c'est plutôt beau à voir. Alors, Caroline Yadan, nous sommes au 9e jour de l'opération Rugissement du Lion. Quelle est votre position sur cette opération menée par les Israéliens et les Américains, et quelle est votre analyse des déclarations et du rôle de la France ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que oui, il faut augmenter, sur la France à proprement parler, il faut évidemment augmenter le nombre des têtes nucléaires, augmenter la coopération avec nos alliés européens pour se joindre en fait aux exercices militaires et stratégiques, et faire en sorte que la souveraineté de la France soit assurée, y compris par une coordination avec l'Allemagne, avec des moyens militaires européens stratégiques pour s'opposer collectivement à une attaque, à un ennemi dans le cadre d'une réponse stratégique globale. Et puis, à mon sens, l'intérêt stratégique et global de la France, c'est évidemment de soutenir l'opération qui est en cours, de soutenir cette chute du régime de Mollah qui menace l'ordre mondial, parce que cette chute serait salutaire, parce qu'on sait que c'est aussi, cette guerre, c'est d'abord et avant tout le combat contre le djihadisme dans toutes ses formes, qui menace le monde, qui menace évidemment d'anéantissement direct son voisin Israël, mais qui déstabilise en fait la région, qui arme, qui finance, qui organise le terrorisme dans le monde, en Europe, qui favorise les réseaux de drogue, qui soutient Poutine, qui opprime et massacre son peuple par dizaines de milliers, qui achève les blessés dans les hôpitaux, qui viole les femmes avant de les pendre. Donc c'est une guerre qui est en fait qui pose une question. Aujourd'hui, l'Iran embrase le Moyen-Orient. Que se passerait-il demain si l'Iran, si le régime de la République des Mollahs, si le régime de la République islamique se dotait de l'arme nucléaire? Et est-ce que l'Europe est prête à devenir une simple proie face à des États qui reposent essentiellement sur la terreur intérieure et extérieure? À mon sens, il ne s'agit pas là d'un simple affrontement régional, loin s'en faut. C'est un combat global contre une terreur qui nous menace, qui menace le Moyen-Orient, qui menace Israël, qui menace aussi l'Europe et qui menace le monde. Donc, il s'agit en l'espèce d'éliminer suffisamment de tueurs au pouvoir pour permettre qu'une dictature cesse de menacer la paix et la région dans le monde. Donc, ça n'est pas une guerre injuste, ça n'est pas c'est une intervention risquée pour la paix et la stabilité dans le monde. Et c'est déjà en quelque sorte une réussite, et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, Caroline Yadan, vous avez parlé de cette coopération européenne qui devrait se faire, qui devrait se faire en tout cas. Mais on voit quand même qu'il y a différentes positions, notamment par rapport à ce conflit, des pays européens. On a vu l'Allemand Merz qui était assez protecteur de l'État d'Israël. L'État français était dans le droit international et l'Espagne était carrément en dehors de l'histoire. On a du mal à comprendre, notamment quand vous dites une coopération et quand on sait que un missile du Hezbollah, donc c'est un missile iranien, est arrivé sur Chypre, qui est un pays européen, qui fait partie de l'Union européenne, et il y a une autorisation de la part dans les décrets, dans les lois qui régissent l'Union européenne. Quand un État est attaqué, les autres pays devraient avoir une solidarité. On n'a rien vu de tout ça.
Oui, mais il me semble évident. Alors la France par rapport à Chypre joue quand même un rôle, puisque il y a eu quand même une mobilisation qu'a annoncé le chef de l'État. Mais globalement, les objectifs de cette guerre, c'est d'abord un objectif militaire par rapport à la réduction et la mise à néant, en fait, de l'arsenal balistique et des capacités nucléaires du régime iranien, politique avec la chute ou éventuellement l'affaiblissement absolu de ce régime des mollahs, et diplomatique avec un isolement complet de la scène internationale, puisqu'on sait que ni la Russie ni la Chine ne soutiennent militairement l'Iran. Donc il est évident, à mon sens, que l'Europe doit faire en sorte de ne pas devenir cette proie face aux dictateurs, et doit s'allier à la fois stratégiquement et à la fois diplomatiquement, politiquement, à la fois aux pays d'ailleurs, à Israël et aux États-Unis, mais aussi aux pays arabes qui sont menacés par l'Iran, et peut-être jouer un rôle ensuite dans le cadre des accords d'Abraham. Alors, vous avez, vous, Caroline Yadan, fait une proposition de loi sur l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Elle a été acceptée, cette proposition de loi. Est-ce qu'elle va être débattue lors de cette législature, ou bien alors ça va passer plus tard, après l'élection présidentielle ? Alors, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passait, vous avez dû comprendre que ma proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme a d'ores et déjà été adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc elle a passé la première étape, puisque en fait, quand une loi est déposée par un député à l'Assemblée nationale, elle est en quelque sorte dans un tiroir, et toute la difficulté consiste à ouvrir le tiroir et à faire sortir cette loi pour qu'elle soit en définitive votée. Sinon, ça ne sert à rien. Donc j'ai réussi à faire en sorte qu'elle sorte du tiroir et qu'elle soit déjà adoptée sur une première étape, puisqu'aucune loi ne peut être votée à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle en séance si elle n'est pas d'ores et déjà adoptée par la commission qui s'en saisit. Donc elle a été adoptée par cette commission des lois, et le Premier ministre a annoncé au dîner du CRIF il y a quelques semaines qu'elle serait reprise dans un temps gouvernemental, mi-avril sans doute, donc dans l'hémicycle, en séance, pour être votée en séance. Et nous savons d'ores et déjà qu'elle fait l'objet ce qu'on appelle d'une procédure accélérée, ce qui est une très bonne chose et une très bonne nouvelle. Et là, tout va dépendre de la mobilisation des députés dans le jour du vote. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'elle soit évidemment adoptée avant la prochaine présidentielle. Ça apporte quoi ? Qu'est-ce que vous amenez de plus dans cette loi, Madame Caroline Yadan ? Alors, 3 choses. Enfin 4, mais surtout 3 essentielles. C'est une loi qui repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de l'apologie du délit d'apologie du terrorisme, en ouvrant le champ d'application notamment à l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme. Ensuite, il y a un dernier axe qui est le renforcement de la loi Guesso, c'est-à-dire la contestation de la Shoah, en indiquant que cette contestation peut être aussi de la négation, de la banalisation outrancière, et reprendre les éléments de jurisprudence existante. Et puis surtout, l'axe principal, qui est une sorte de cœur de réacteur de la loi, c'est la création d'un délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la République française en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est évidemment très nouveau, parce que la loi, sauf dans l'exposé des motifs, mais n'indique pas l'État d'Israël. Mais on sait qu'aujourd'hui, un seul État au monde fait l'objet d'un appel à la destruction prétendument pour critiquer la politique de son gouvernement, c'est l'État d'Israël. Et c'est aussi une nouvelle forme d'antisémitisme que j'ai voulu viser, pour ancrer ce message aussi sociétal, et pour dire que non, on ne peut pas appeler impunément à l'anéantissement d'un État et mettre en danger le peuple juif en France et tous les juifs qui y habitent. Alors, Caroline Yadan, dans une semaine, ce sera le premier tour
des élections municipales, ici ou là, on sait qu'il y aura des alliances entre le Parti socialiste et LFI. Quel est votre sentiment par rapport à ces alliances? Écoutez, moi j'osais espérer que la gauche ouvre enfin les yeux. Eh bien, ça n'est pas le cas. Pour moi, ces alliances, il y en a quand même, sauf erreur ou omission de la part, 70, qui est énorme, devraient faire l'objet d'une exclusion immédiate du Parti socialiste. On est face à cette gauche indigne qui ne comprend pas qu'il est plus que temps d'envisager un cordon sanitaire avec LFI sous peine de perdre son âme parce qu'on sait, parce qu'il est prouvé, parce que LFI est un parti passionnément antisémite dont un tribunal a reconnu qu'il était parfaiement possible aujourd'hui dans le débat public d'indiquer, parce que suffisamment de preuves avaient été versées au débat, qu'il était passionnément antisémite. C'est un jugement du 6 novembre 2025. C'est un parti violent, c'est un parti complice des islamistes, c'est un parti qui a la haine de la France, qui a une obsession racialiste. Et faire en sorte en fait d'adopter une stratégie qui le banalise, qui fait comme s'il était un parti classique, un parti de gauche, c'est accepter en quelque sorte qu'une idéologie perverse s'exprime au nom de l'humanisme, et c'est radicaliser notre société, c'est radicaliser encore plus le débat, c'est favoriser la violence. Et vraiment, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment peut-on continuer lorsqu'on est de gauche dite républicaine, laïque et attachée aux valeurs de la République. Comment peut-on continuer avec cette alliance contre nature à banaliser la violence, à banaliser l'islamisme, à banaliser l'antisémitisme, à faire en sorte de renier en fait les institutions de la République, à banaliser un parti qui sème le chaos, la haine, le désordre pour permettre en fait au final, sans doute, à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc, à force de jouer avec la colère, à force de légitimer l'inacceptable, eh bien, on finit par créer des meutes, on finit par banaliser la brutalisation du débat public, la violence, et une démocratie ne survit pas à ça. Donc, je pense que le PS joue un rôle extrêmement dangereux et il est temps de se reprendre. Merci Caroline Yadan, merci de votre analyse, et nous allons de suite passer à notre flash. Voilà, nous revenons au plateau avec notre prochain invité, Jonathan Serrero, journaliste israélien. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan Serrero, on va parler avec vous de géopolitique et des conséquences de cette guerre. On a dit que cette guerre a été une guerre préventive, en tout cas déclenchée par Israël, dont le but était de la destruction du régime des Mollahs. Mais est-ce qu'il y avait d'autres buts cachés, notamment on a vu qu'il y avait cette destruction politique et la destruction militaire avec le 70% aujourd'hui des missiles balistiques qui ont été anéantis par l'aviation israélienne et l'aviation américaine. Et puis, il y a aussi, depuis hier, les Israéliens qui bombardent des sites pétroliers. Alors, est-ce qu'il y a aussi un événement économique qui va se rajouter ? Je pense que après la destruction, la chute du régime iranien, c'est assurer l'avenir de l'État d'Israël, puisque la République islamique menaçait l'existence de l'État d'Israël, souhaitait détruire l'État d'Israël, et c'est la raison pour laquelle, je dirais que même c'est la raison principale pour laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est lancé dans cette guerre pour assurer les 100 prochaines générations du peuple juif et de l'État d'Israël, pour éviter une nouvelle Shoah. C'était je dirais le but, la
mission de Benjamin Netanyahou que s'est fixé le Premier ministre israélien après, bien évidemment, la chute du régime, redonner le pouvoir notamment au peuple iranien, pousser le peuple iranien à sortir dans la rue et bien évidemment s'en prendre à tous les symboles du régime. Et ce qu'on a vu hier avec ces frappes contre les raffineries pétrolières, c'est un coup dur, un coup très dur porté à ce régime iranien qui vend son pétrole notamment à l'Europe et aux pays européens. C'est la raison aussi pour laquelle les pays européens hésitent à se lancer dans cette guerre, car ils savent qu'ils ont des intérêts, je dirais, proches avec la République islamique concernant cette question de l'énergie. Alors, Jonathan, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le Premier ministre israélien a tenté d'alerter le monde sur la menace iranienne. On se souvient notamment de ses discours lors des différentes assemblées générales à l'ONU. Ce qui est en train de se passer, ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que c'est avant tout parce qu'il a rencontré un véritable partenaire avec lequel il est en confiance totale, Donald Trump? Oui, c'est assurément la raison aussi pour laquelle Benjamin Netanyahou s'est lancé dans une guerre au long cours contre la République islamique, c'est qu'il a trouvé une oreille attentive lors de leur dernière rencontre, plutôt celle de Mar-a-Lago du côté de la Floride. Il y a eu une convergence des intérêts. D'ailleurs, Donald Trump et le Premier ministre a fait mention hier lors de son allocution à la nation hier soir. Et le président des États-Unis, Donald Trump, a indiqué qu'il souhaitait mettre fin au régime iranien, détruire le régime iranien et mettre fin à ce programme nucléaire iranien qui ne mettait pas en danger seulement l'État d'Israël, mais le monde entier et les États-Unis au premier plan. Donc il y a eu une convergence d'intérêts entre Israéliens et américains, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre Netanyahou a réussi à convaincre le chef d'État américain Donald Trump à se lancer dans une offensive contre la République islamique. On le sait, aujourd'hui, il y a une coordination totale entre les armées américaines et l'armée israélienne et Tsahal. Alors, l'Iran a bombardé tous les pays du Golfe, hein, sans exception, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Alors, soi-disant pour attaquer uniquement des sites américains sur place, les bases américaines, mais finalement, il y a eu aussi, notamment à Dubaï, des résidences particulières qui ont été bombardées. Même si le président iranien s'est excusé hier en disant que bon, il s'excusait d'avoir bombardé, que finalement ça allait s'arrêter. Est-ce que ça aurait pu changer la donne, ou bien est-ce que ça va changer la donne, ce bombardement de la part de l'Iran sur les pays du Golfe, et de ramener ces pays du Golfe un petit peu plus vers les accords d'Abraham, alors qu'ils s'étaient éloignés depuis le mois de juin dernier, depuis bien entendu le 7 octobre, mais aussi depuis le début de cette guerre? Ce sont les accords d'Abraham qui sont en réalité attaqués. On se souvient de cette déclaration de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, la veille du 7 octobre, parlant de normalisation entre Israéliens et saoudiens, ce qui avait convaincu l'Iran de lancer l'offensive contre Israël depuis la bande de Gaza, la veille donc du 7 octobre. Aujourd'hui, les pays du Golfe et les monarchies du Golfe ont décidé d'encaisser les coups, mais je pense que leur patience est limitée. On a entendu des déclarations notamment de Riyad qui promettait des ripostes assez dures contre Téhéran et notamment contre les raffineries pétrolière. Riyad pourrait se joindre à ces frappes menées par l'aviation israélienne et l'aviation américaine. Ces frappes menées par l'Iran ont un objectif, je dirais, majeur, c'est de mettre la pression sur ces pays du Golfe pour qu'elles mettent à leur tour la pression sur les États-Unis et mettre fin à cette guerre. C'est le but recherché par la République islamique, et je pense que l'image aussi de ces monarchies du Golfe en prend un coup. Elles se voulaient
les destinations rêvées par les touristes du monde entier. Aujourd'hui, toutes ces monarchies du Golfe se retrouvent en grande difficulté. Et il leur faut, je dis bien, il leur faut réagir à ces frappes menées par l'Iran. Et je pense au Qatar aujourd'hui qui se retrouve pris entre le marteau et l'enclume, pris en otage, je dirais, comme une sorte de bouclier de la République islamique qui choisit de frapper son allié, pourtant son allié de Doha. Alors, Jonathan, on essaie peut-être de faire de la politique fiction qui n'est pas de la politique fiction. Imaginons que le régime des Mollahs soit renversé. À plusieurs reprises, le prince héritier Reza Pahlavi, a indiqué qu'il renouerait avec Israël tel que cela existait du temps de son père, où il y avait des relations très proches entre Jérusalem et Téhéran, qu'il rejoindrait les accords d'Abraham. Est-ce qu'on peut imaginer que si le régime des Mollahs tombe, eh bien l'Arabie Saoudite reviendra au 6 octobre et que les autres pays arabes de la région vont suivre? Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, Chaim, vraiment. Et je pense que cela va prendre du temps. Et vous le savez aussi, Chaim, cela va prendre du temps avant de voir le régime iranien tomber, avant de voir une opposition aussi s'organiser, d'autant que le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas l'air très fan de Reza Pahlavi au regard de ses déclarations. Il a déclaré que c'était un bon gars. Mais pas plus que cela. Et il a parlé aussi de l'alternative kurde qui pourrait être une alternative crédible en Iran. Mais là aussi, il y a des questions sur des relations en coulisses entre les Kurdes et l'actuel régime iranien. Donc il y a beaucoup de questions. L'opposition tarde à s'organiser. On entend beaucoup de voix qui appellent à la chute du régime iranien. Là, pour le moment, il y a un grand point d'interrogation concernant l'alternative à cet actuel régime iranien que l'on souhaite voir tomber de manière assez proche. Et concernant votre question, Chaim, pour l'Arabie Saoudite, voir l'Arabie Saoudite normaliser ses relations avec Israël, je pense qu'il y a toujours la question palestinienne qui est mise sur la table, qui n'est pas encore réglée par Israël. Et là aussi, il va avoir d'autres questions et d'autres conflits, à mon avis, à mener pour Israël, notamment la question de la Judée-Samarie et la question aussi qui va être centrale, à mon avis, dans les prochaines années, la question de Jérusalem et la question du mont du Temple. Je pense qu'on va y arriver je ne sais pas dans quel laps de temps, mais on va y arriver, c'est sûr. Alors, vous avez parlé des Kurdes tout à l'heure et vous avez dit que les Kurdes étaient une option, en tout cas, d'armer les Turcs et d'aller par l'ouest rentrer en Iran pour essayer de rejoindre leurs amis, j'allais dire, leurs frères kurdes, et essayer de déstabiliser les Mollahs. C'était une des hypothèses de la semaine dernière, mais aujourd'hui, Donald Trump nous explique qu'il n'y a pas d'hypothèse. Cette hypothèse est tombée à l'eau. Il ne veut pas voir les Kurdes interférer. Est-ce que cette situation est liée peut-être à Erdogan et les Turcs qui sont pas exprimés, en tout cas, sur cette situation? Et est-ce que les Turcs ont influencé Donald Trump en coulisses et pas directement? Je pense que la stratégie turque est tombée à l'eau avec l'entrée en guerre la semaine dernière d'Israël avec les États-Unis. La Turquie s'était posée comme le médiateur rêvé pour régler notamment conflit dans la bande de Gaza, pour régler toutes les questions moyen-orientales. Le président Erdogan se voulait comme le sorte de faiseur de roi ou faiseur de paix plutôt dans la bande de Gaza et dans la région, comme s'imposer comme la grande puissance moyen-orientale après ce qui s'était passé au cours des deux dernières années, notamment sur le conflit syrien. Mais là, sa stratégie
est tombé à l'eau. D'ailleurs, il y a une déclaration jeudi dernier comme quoi la Turquie essayait de faire la médiation entre l'Iran et les États-Unis. Mais là, aujourd'hui, la Turquie est dans une position de faiblesse. Elle est dépendante, on le sait, la Turquie, de l'énergie des monarchies du Golfe, avec ces frappes qui sont menées par l'Iran. Cela affaiblit Ankara encore plus. Donc, il va falloir que du côté de Recep Tayyip Erdogan, il y a un changement de stratégie, une réorientation stratégique pour pouvoir se mêler à la cour des grands. Et à la cour des grands, c'est celle qui est tenue par Israël et par les États-Unis dans la région. Alors, Jonathan, on observe, disons, un silence de Moscou, un silence de Pékin, même s'il y a ici ou là quelques déclarations. Est-ce que c'est un échange qui serait de dire que Trump laisse Poutine agir en Ukraine et qu'en contrepartie, carte blanche lui est donnée pour le Moyen-Orient? Je pense que Moscou et Pékin sont assez gênés aux entournures par la tournure de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. On le sait, Pékin est très dépendant de la circulation, du commerce international qui circule du côté du détroit d'Ormuz. Moscou est embourbé dans ce conflit ukrainien qui dure déjà depuis 4 ans et même encore plus. Donc aujourd'hui, du côté de Moscou et de Pékin, on fait profil bas, on affirme qu'on aide la République islamique en coulisses, en lui fournissant des drones, en lui fournissant quelques armes. D'ailleurs, la République islamique s'est plainte aussi des armes et des bateaux fournis par Pékin de par leur piètre qualité, puisqu'ils ont été coulés par les navires israéliens et américains. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine voit l'affaiblissement de la République islamique comme peut-être un avantage. Cela permettra à Vladimir Poutine de replacer ses billes du côté de la Syrie, d'avoir un peu plus de liberté d'action sur cette partie du Moyen-Orient, notamment avec la Turquie. Donc je pense que les deux superpuissances observent ça du coin de l'œil sans vouloir participer outre mesure, malgré les déclarations de façade et les déclarations publiques. Alors, on nous explique qu'à la fin du mois, il y a une rencontre entre le président américain et le président chinois. Est-ce que cette rencontre ne va pas influencer, en tout cas, sur la nature du conflit? En tout cas, est-ce que Trump a besoin d'une victoire très probante ou bien des événements très marqués pour justement convaincre le président chinois qu'il a perdu la partie sur ce plan-là, en tout cas? C'est le message de cette guerre, c'est le message en filigrane de cette guerre. C'est le message voulu par Donald Trump, envoyer, je dirais, faire étalage d'une démonstration de force au Moyen-Orient pour voir mettre à genoux Pékin sur les questions commerciales, imposer des droits de douane à Pékin et dire au président chinois que les États-Unis sont aujourd'hui revenus sur la scène internationale, contrôle le Moyen-Orient, le commerce international, et donc pour Donald Trump, cette offensive doit se terminer par une victoire, et c'est l'objectif du président américain de remporter cette guerre contre la République islamique, qu'il le mènera en héros, entre guillemets, du côté de Pékin. Alors, Jonathan, Emmanuel Macron a dit que les États-Unis et Israël ont agi en dehors du droit international et que c'était une opération, une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Comment on réagit à Jérusalem à ces propos? Je dirais que du côté de Jérusalem, la diplomatie israélienne, le Premier ministre israélien est habitué
aux prises de position contre Israël, opposées à Israël de la part d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans son allocution hier, le Premier ministre israélien en a fait mention. Il a indiqué que l'ONU et les dirigeants européens ou internationaux étaient totalement absents de ce conflit. Et lorsque le président de la République soulève le droit international, je pose encore cette question et je le répète, qui aujourd'hui représente le droit international? L'ONU qui a collaboré avec le Hamas dans la bande de Gaza, la Cour pénale internationale qui accuse Benjamin Netanyahou de crimes de guerre ou de génocide dans la bande de Gaza, les appareils de justice qui sont remis en cause par l'opinion publique mondiale et qui laissent des assassins en liberté, vous le savez aussi mieux que moi en France. Donc aujourd'hui, il y a une question de droit qui s'oppose, c'est le droit d'Israël à exister. Israël est mis en danger par un ennemi qui est prêt à tout, on le voit aujourd'hui, qui est prêt à tirer même sur entre guillemets ses frères musulmans en plein Ramadan, même s'il y a, vous le savez, il y a un conflit entre chiites et sunnites, mais nous sommes en plein Ramadan et la République islamique attaque les musulmans. Donc Israël a le droit de se défendre, a le droit à sa sécurité et a le droit d'exister. Merci Jonathan Serrero, merci pour votre analyse et nous vous souhaitons une belle semaine. En tout cas, prenez soin de vous, faites très attention. C'est pas facile aujourd'hui, mais on vous souhaite une belle semaine quand même dans le meilleur des mondes. Voilà, Raïm, petite conclusion. Écoutez, je crois qu'on a eu, grâce aux trois intervenants, la possibilité de faire une analyse extrêmement pointue, extrêmement profonde. Alors écoutez, moi j'ai envie de dire qu'on fait confiance. On fait confiance aux hommes politiques américains et israéliens, on fait confiance aux armées de ces deux pays qui travaillent de façon extraordinaire. Et puis plein de pensées à la fois pour les soldats qui sont mobilisés, et puis pour tous les civils, et j'ai envie de vous dire que plus que jamais dans l'épreuve, on arrivera au bout du tunnel à la lumière, et Am Israël Chai. Voilà, Am Israël Chai, en tout cas, moi je vais vous dire, même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël, et je vous dis à ciao, à bientôt, à dans 15 jours.